Un ethnologue à l'Assemblée, dans la Silicon Valley, au pays du luxe, Marc Abélès explore depuis une quarantaine d'années les lieux de pouvoir. Une observation participante, comme il qualifie sa démarche. Dans son nouvel essai, l'anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, passe de l'autre côté des barricades. Il signe chez Odile Jacob, Carnet d'un anthropologue, de mai 68 au Gilet jaune, un essai sur l'esprit de révolte, un livre qui lui permet aussi de revenir sur son parcours et de comprendre ce que sa pratique a permis de dévoiler. Marc Abélès, bonjour. Bonjour. Ces carnets sont effectivement l'occasion pour vous de regarder un peu dans le rétroviseur de mai 68, et vous y avez participé à l'étude de la démocratie locale dans l'Yonne, de l'État à l'OMC, de l'Assemblée nationale au Gilet jaune. Est-ce que vous voyez clairement aujourd'hui la cohérence dans tout ça, dans ce parcours que vous avez eu ? Je pense qu'il y a une certaine cohérence dans la mesure où je suis un peu tombé dans la politique dans la foulée de mai 68 et qu'il y a un thème qui m'a toujours un peu obsédé, c'est la question de la parole en politique. Et en 68, j'ai découvert cette chose, c'est que finalement, tout le monde pouvait peu ou prou prendre la parole. Et puis, progressivement, je me suis aperçu que dans la société où je vivais, c'était finalement une minorité de gens qui avaient droit réellement à la parole publique. Et ce décalage entre la parole de tous et la parole d'une minorité, ça m'a posé radicalement un problème. Et je me suis demandé finalement dans quelle mesure on ne vivait pas dans une société qui avait un peu fermé les canaux sur le plan justement d'une parole politique qui serait véritablement engagée et le propre d'une majorité. Dans l'absolu, est-ce que prendre la parole, c'est déjà prendre un peu le pouvoir pour vous ? Et je pense que, en tout cas dans certaines circonstances, et je l'ai vu en 68, prendre la parole, c'était une manière de prendre le pouvoir. C'était une manière d'affirmer quelque chose. Et c'est une parole qui finalement a réussi à ébranler un certain nombre de conformismes, un certain nombre de situations acquises et même un pouvoir qui était considéré à l'époque comme absolument inexpugnable. Je pense à la République gaulienne telle qu'on la connaissait à ce moment-là. Et en même temps, vous dites, mai 68, le pouvoir institué, institutionnalisé, on n'en voulait pas. C'était pas ça le but. Et en réalité, là aussi, il y avait une sorte de décalage. C'est-à-dire que quand nous, dans la rue ou dans les assemblées, on se manifestait, en réalité, la question, c'était de changer un certain nombre de choses dans la société, de modifier des habitudes, de renouveler et d'émanciper un peu les comportements, et pas tellement de prendre le pouvoir. La question de prendre le pouvoir était absolument secondaire. Et c'est pour ça que ce qui nous a beaucoup frappé, en tout cas des gens comme moi, c'est que tout d'un coup, le pouvoir qui était en place s'est complètement délité. Finalement, en quelques jours, on a vu comme ça ce général et tout, enfin tout ce qui était bien institué, se déliter, alors que nous-mêmes, notre objectif, c'était de changer des choses, mais que la question de savoir si on allait s'en emparer, etc., alors qu'on voyait effectivement, je dirais, des politiciens traditionnels, notamment à gauche, être très préoccupés de savoir ce qui allait se passer, qui allait remplacer le général, etc. Nous, c'était vraiment pas notre problème. Mais vous avez eu cet effet-là. En tout cas, cette parole et cette action, elle a eu cet effet-là. Et c'est ça qui est aussi rétrospectivement assez déroutant ou étonnant. Alors, cette parole, elle a eu cet effet parce qu'elle avait aussi quelque chose à dire. Je ne pense pas qu'une parole, c'est pas simplement se mettre à parler comme on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, c'est un énorme conglomérat de paroles, d'énoncés, de photos, d'images, etc. Mais il y a un moment où finalement tout s'annule parce qu'on ne voit plus très bien quelle est la signification et quel est le sens un peu subversif ou même utopique de la parole. Vous dites que mai 68, ou vous le décrivez en tout cas, ce moment comme un moment fondateur. Mais vous dites aussi que c'était une expérience de l'action. En quoi ? Parce qu'on a parlé parole, mais est-ce que l'action et la parole s'opposent toujours ou est-ce qu'elles se complètent plutôt à vos yeux ? Je pense que c'est quelquefois une fausse opposition que d'opposer l'action à la parole, parce que je pense qu'une parole est toujours quelque chose qui alimente l'action, qui lui donne un sens, qui lui donne une orientation. Et il me semble que, par exemple, quand on a beaucoup réfléchi, quand on a beaucoup discuté
dans des assemblées, comme c'était le cas en 68. On parle toujours des manifestations, etc. Mais il y avait toute cette action qui était aussi de réfléchir et d'essayer de faire des propositions pour transformer certains aspects de la société, de l'enseignement, de la pédagogie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que là, il n'y a pas une coupure, disons, entre l'action et la parole. Les choses, et peu à peu, ça se trame entre les deux. Quand vous parlez, Marc Abélès, d'observation participante, où est-ce que vous placez l'anthropologue dans ces situations-là? C'est un porte-parole, c'est un parmi les autres, il est un peu au-dessus ou il est au milieu? Je pense qu'il est toujours, par définition, quelque peu décalé aussi par rapport à l'action. Il est à la fois dans l'action immédiate, parce que je pense que ça procède d'un engagement. Moi, je dis toujours, l'anthropologie, c'est un mode de vie. C'est pas seulement simplement d'aller sur le terrain, comme on dit, et puis de revenir, d'écrire ses notes. Non, c'est pas ça. C'est aussi de vivre avec des gens. C'est aussi une intrusion, c'est-à-dire qu'on se présente, on commence à parler avec des gens, on leur pose des questions, etc. Ils ne vous ont pas demandé nécessairement d'être là. Mais voilà, on arrive et à ce moment-là, on est pris, disons, dans une sorte d'intrigue et on en subit aussi les contre-coups, les effets plus ou moins positifs ou plus ou moins négatifs. Donc on est engagé. Je dirais même plutôt on est impliqué. On n'est pas engagé au sens où on va donner la bonne parole. Et c'est ça la grande différence, je pense, entre l'ethnologue et certains philosophes qu'on connaît, qui étaient plutôt friands de trouver les tenants et aboutissants et de tirer les leçons, comme on dit. Nous, on ne tire pas des leçons. Mais par contre, on ferait émerger peut-être un certain nombre d'idées qui sont très importantes. Alors vous pratiquez, Marc Abélès, une anthropologie du temps présent, une anthropologie politique en rupture dès vos débuts avec la conception plus classique qui privilégiait l'étude des mondes lointains. En même temps, vous avez fréquenté des univers qui nous semblent familiers, mais qui sont peut-être au fond plus énigmatiques encore que des mondes lointains. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, est-ce qu'à l'Organisation mondiale du commerce, il vous est arrivé de vous dire « Mais où suis-je, au fond? Qui sont ces gens? Quelle langue parlent-ils » Oui, sans cesse. C'est une question que je me posais sans cesse. J'ai souvent éprouvé une impression d'étrangeté. Disons, d'ailleurs, certains me disaient à l'Assemblée nationale, me faisaient remarquer que je ne marchais pas comme eux, je ne marchais pas de la même manière, je marchais plus lentement. Eux marchaient vite parce que comme c'était des politiques, ils avaient toujours des choses à faire, des décisions à prendre, etc. Donc mon comportement n'était pas exactement calqué. Donc on pouvait reconnaître cette extériorité. Et puis surtout, il m'est arrivé de poser des questions qui ne rentraient pas dans le cadre. C'est-à-dire que dans ces institutions, on a l'habitude d'être toujours entre experts ou avec des journalistes qui sont censés être des spécialistes des choses. Et si quelqu'un vient d'un point de vue qui est celui d'un citoyen, parce qu'au fond, c'est un peu mon point de vue aussi, c'est poser des questions simples sur la manière dont ils travaillent, comment ils s'y prennent finalement quotidiennement pour vivre leur action. Et quand on pose ces questions-là, tout d'un coup, il y a une espèce de flottement, c'est-à-dire que on nous dit voilà ce que je vais faire, voilà mon discours, j'ai une réponse pour l'écologie, j'ai une réponse pour etc. Puis on leur dit oui d'accord, mais vous vous levez le matin, vous allez au bureau et comment vous faites pour être aussi dans votre circonscription et puis etc. Enfin toutes ces données, je dirais les données matérielles de la vie politique, c'est quelque chose d'essentiel. Et de même pour la vie des institutions. Les institutions, moi j'y peux rien, c'est des gens. Et quand on parle de l'institution, moi je pratique l'anthropologie des institutions. Quand on parle des institutions, enfin, très souvent, on a tendance à y voir des espèces de grosses machines. Et c'est toujours l'idée de machine qui prévaut, alors qu'on voit très bien, on le voit partout, et surtout dans la période actuelle, que les machines, en fait, elles s'effacent beaucoup derrière les problèmes des individus qui sont en train d'essayer de faire fonctionner ces dispositifs. Il y a aussi une solennité des lieux, comme à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas été immobilisé, un peu transi par ça, par ces ors de la République aussi, par cette codification? C'est sûr que j'étais très sensible à ces aspects-là, étant spécialiste un petit peu comme tous les anthropologues des rituels, de la ritualisation. Et c'est vrai que quand je pénétrais dans l'Assemblée nationale et que j'assistais, par exemple, aux séances de l'après-midi où on voit le président venir en grande pompe ouvrir les débats, quand on voit aussi toutes les distinctions qui sont faites entre ceux qui font partie du gouvernement, ceux qui sont les parlementaires, la différence entre exécutif et législatif, mais vu justement dans les conduites et dans les codes, c'est assez extraordinaire quand on vous fait découvrir aussi ce qu'on appelait à l'Assemblée l'armoire au précédent, où on a stocké tous les précédents quand il y avait eu des problèmes en séance et tout. Enfin bref, toutes sortes de choses qui sont un peu
Et puis aussi le décorum au sens propre, avec toute cette partie un peu 19e qui décore cette assemblée, c'est très frappant. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement violent dans la vie politique, qui est toujours en contraste par rapport à cette codification. Et elle a besoin de cette codification, elle a besoin qu'on organise, mais il y a quelque chose d'agonistique qui est déjà mis en scène dans le cadre de l'hémicycle, avec les différents partis en présence, la gauche, la droite, etc. Et ça, c'est très, très frappant pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Et à contrario, on sent aussi, Marc Abélès, que vous avez beaucoup appris de vos premiers travaux sur les assemblées de la tribu éthiopienne que vous avez observées après vos études. Il faut aller où les hommes ont réalisé spontanément certaines expériences pour comprendre l'homme, disait Claude Lévi-Strauss, qui a théorisé ce regard éloigné et que vous connaissez ou que vous avez connu puisqu'il était votre directeur de thèse. On l'écoute. Ce que nous pouvons probablement en attendre attendre de l'ethnologie, du point de vue du salut de notre propre société, c'est de nous inspirer une certaine sagesse, de nous fournir, mais ça c'est la mission, la fonction qu'a remplie l'ethnologie depuis Rabelais et depuis Montaigne, et aussi avec Rousseau, c'est en nous fournissant le moyen de critiquer nos propres institutions par le spectacle ou la considération d'institutions étrangères, nous montrer qu'elles ont une valeur toute relative, et que nous ne devons donc pas nous halluciner ou être obsédés par elles. C'est avoir le sentiment constant que d'autres hommes ont pu vivre et être heureux avec des modes de vie, d'organisation sociale, de croyances entièrement différents des nôtres. Voilà, Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce qui vous a appris fondamentalement dans votre pratique? Comment il vous a influencé? De différentes manières. La première, c'était de me délivrer, disons, un message très fort sur l'anthropologie et sur la théorie des sciences sociales que cela impliquait. Et je pense que pour moi, mais aussi pour ma génération, la lecture de Lévi-Strauss a été quelque chose de complètement fondamental, surtout quand on venait, disons, d'une formation philosophique. Et c'était à ce moment-là une manière de se dire, bon, on va essayer de comprendre plus, on va essayer de comprendre de manière rationnelle des phénomènes qu'on a tendance justement à exotiser, à particulariser. Et c'est un acquis essentiel pour moi. Une deuxième chose, c'est aussi la manière justement de se situer par rapport aux sociétés et par rapport aussi à notre société. Et cette espèce de relativisme, si on peut dire, méthodologique, a été tout à fait important dans ma formation. Et puis la troisième chose, je le raconte un tout petit peu dans ce livre, dans ces carnets, c'est la manière dont il m'a appris comment il fallait avoir, par rapport aux phénomènes très empiriques, au terrain, proprement dit, une grande rigueur au niveau des descriptions, au niveau de la manière dont on traduisait précisément des langages qui n'étaient pas les nôtres. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué également. Alors, de ce séjour, de cette étude, de ce temps de vie avec les Otcholos en Éthiopie, qu'est-ce que vous avez ramené comme outil critique, pour reprendre les termes de Claude Lévi-Strauss dans cet extrait, pour comprendre ou mieux cerner notre modèle démocratique? Il s'est trouvé qu'un peu par hasard, je suis tombé sur une société qui pratiquait à sa manière la politique et qui la pratiquait à travers des assemblées. Et donc, on passait une grande partie du temps à se réunir et à parler, bien sûr, mais aussi à régler des litiges et à prendre des décisions. Donc, la parole et l'action, là, étaient complètement liées. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans cette société, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de centralisation du pouvoir, et il y avait même tout un système qui s'opposait, qui neutralisait toute forme de centralisation du pouvoir. Donc on arrivait parfaitement à fonctionner et à prendre donc des décisions sans être obligé de recourir à quelqu'un qui aurait été le représentant ultime. C'est-à-dire que dans cette société, on avait effectivement une strate de gens qui étaient des dignitaires, mais ces gens-là, pour obtenir leur titre, ils dépensaient beaucoup, ils se ruinaient, ils nourrissaient, ils redistribuaient de la nourriture à tous les autres. Et
ils obtenaient un certain titre qui était le titre en fait de messager. On les appelait les messagers. Et le rôle, c'était de réunir l'Assemblée, c'était de l'introduire, de faire un certain nombre de bénédictions, et puis à la fin de synthétiser au fond le travail de cette Assemblée et d'exécuter les desiderata de l'Assemblée. Et ça fonctionnait comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, d'autres les remplaçaient et ainsi de suite. Si bien qu'on n'avait pas du tout le sentiment d'une nécessité, disons, de ce pouvoir et de cette représentation telle que nous, on la connaît ici. Et par ailleurs, un autre aspect assez intéressant, c'est le fait qu'il n'y avait pas de vote. On ne votait pas. C'est-à-dire qu'on se mettait d'accord et on prenait le temps pour se mettre d'accord sans qu'on comptabilise des individus votants. Et ça, c'est très intéressant, je pense, pour des gens qui s'occupent de politique, c'est-à-dire comment, finalement, en prenant son temps, on arrive à un consensus. Et comment on déclare que cette fois, on a le consensus. Ça m'a beaucoup frappé parce que moi, j'avais l'habitude toujours de ces résultats, de ces sondages, de ces pourcentages, etc. Ça n'existe pas. Et ça marche. Il y avait, et ça marche, il y avait effectivement, vous racontez le rôle crucial de la délibération collective dans leur process, dans leur manière de faire. Alors aujourd'hui, on a beaucoup entendu, notamment, et on va y revenir plus précisément, dans le mouvement des Gilets jaunes, ces appels à démocratie directe, à pouvoir aussi délibérer de ce qui concerne nos vies, notre destin commun. Est-ce que vous dites ça, c'est un modèle idéal qu'on devrait essayer d'importer ici à plus grande échelle? Je pense qu'on ne peut pas, en vérité, importer purement et simplement. Je pense qu'il y a des spécificités culturelles qui sont là. Je ne pense pas qu'on puisse du jour au lendemain transformer nos régimes à la manière des autres cholos, mais il y a quelque chose qui est important dans ces expériences, c'est qu'elles rejoignent des préoccupations que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe dans les mouvements, et je ne parle pas seulement des Gilets jaunes et de ce qui se passe en France, mais je parle des mouvements des places, etc., tout ce qu'on a vu un peu de par le monde ces dernières années, c'est qu'il y a effectivement cette idée qu'il faut reprendre un peu de l'initiative, du pouvoir si on veut, en tout cas une possibilité d'exister politiquement dans des lieux qui soient des lieux ouverts à tous et qui permettent justement à la fois cette expression et de déboucher aussi sur des actions collectives. Ça, c'est quelque chose de relativement neuf, il me semble, qui engage une exigence qui est une exigence très forte, je pense, une exigence justement d'exister politiquement. Et pour moi, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été en grande partie cette question qui était au cœur du mouvement. Avec, encore et là, et ça m'a beaucoup intéressé par rapport justement à ces autres cholos, par exemple, l'idée que personne n'était là pour confisquer le pouvoir des autres et que si quelqu'un voulait le confisquer, si quelqu'un voulait s'ériger en représentant accrédité, ça n'allait pas marcher, on n'en voulait pas. Alors, on connaît les critiques qui ont surgi, notamment de la part des spécialistes de la politique, des politologues, etc., qui disent ces gens s'étaient désordonnés, ces gens n'avaient... Mais je pense qu'ils ont fait émerger une très importante question et qu'on va retrouver un peu partout. Parce que qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, dans le monde actuel? Ce qu'on voit, c'est qu'à force de créer de la représentation et de la concentrer, de la monopoliser, on a finalement une telle personnalisation que le moindre caillou dans la chaussure finit par créer un vrai désastre politique. On le voit aujourd'hui à Paris, par exemple, parce que voilà, c'est des individus qui se trouvent tellement pris dans une sphère qui est la sphère séparée du monde que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il y a un moment où justement il y a sans arrêt une tension, et moi c'est ça le problème qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est la tension qui finit par s'établir entre des gens qui sont un peu au-dessus et les gens qui sont à notre niveau de simples citoyens. Et après, l'idée qu'il faut sans arrêt faire chuter ces gens, qu'il va falloir... Bon, il y a quelque chose de latent, quelque chose qui ne va pas. Et je pense que ces mouvements, ils expriment beaucoup cette chose-là. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas dans la positivité et dans l'avenir radieux, mais on est quand même dans un moment où on cherche à sortir finalement d'une espèce de mauvaise alternative où si c'est pas l'un, ça sera l'autre, etc. Et comme s'il y avait en face, en permanence finalement, telle strate contre telle strate, et au milieu, nous qui serions là pour arbitrer tous les 5 ans, etc.
Alors vous racontez cette expérience avec les Ocholos, vous l'avez raconté dans un livre paru en 78, le lieu du politique, et c'est là où c'est intéressant dans vos carnets d'un anthropologue aujourd'hui, quand vous revoyez ce moment de votre vie d'anthropologue, Marc Abélès, vous racontez que les Ocholos étaient pour vous quand même comme l'après-coup de mai 68 au sens de Freud, c'est-à-dire que vous avez aussi étudié comment la parole publique, politique, et dans quel lieu elle se déploie, et vous repartez de ces études-là pour faire lien avec d'autres situations que vous avez pu connaître par la suite. Vous avez dit le mot tension, appréhender les tensions contemporaines sans tomber dans la fascination de l'événement. Ce sont vos mots aussi en ouverture de ces carnets d'un anthropologue. Cette position, elle ne doit pas toujours être facile à tenir, surtout pour un enfant de mai 68 comme vous, politisé déjà même bien avant, puisque vous revenez aussi sur votre histoire familiale. Hein. Oui, il se trouve que dans ma famille, la politique jouait un rôle important et j'entendais, comme je disais, comme j'écris dans le livre, j'étais un peu comme une éponge, donc j'entendais des tas de mots, de phrases, de discussions dont je ne perçais pas toujours les tenants et aboutissants, mais ça a été un petit peu effectivement un univers familier. Mais ce qui m'a frappé en 68, c'est que j'ai compris que à la fois, on était en train d'énoncer un certain nombre de choses importantes, et puis par moments, on était aussi complètement à côté de la plaque, et qu'en fait, tout ce qui était retenu, notamment dans les médias, mais par les gens eux-mêmes, c'était d'essayer de toujours trouver un sens, de trouver une espèce d'image qui serait la bonne image de 68. Alors là, il y a des images concurrentes qui se sont créées, avec effectivement comment dirais-je, des représentants, justement, on a parlé de Cohn-Bendit et de gens comme ça, enfin, tout a été construit à un certain moment. Mais en fait, la question qui me paraissait essentielle dans ce que j'avais vécu, c'était de savoir comment on s'y prenait, justement, pour prendre la parole. Et quand je suis arrivé à Otcholo, j'ai été complètement repris par cette préoccupation, puisque je voyais des gens qui avaient même inventé une certaine rhétorique pour parler, qui avaient codifié aussi un certain langage, et qui, à partir de là, pouvaient justement avancer dans les argumentations, dans les débats. Et ça, c'était quelque chose auquel je n'avais pas vraiment réfléchi, et qui est devenu pour moi important. C'est-à-dire, c'est pas tellement le contenu du discours qu'on commente à n'en plus finir, mais c'est la manière dont on parle. Et cette question de la manière dont on parle, je l'ai retrouvée ensuite dans d'autres contextes, et notamment l'Assemblée nationale dont vous parliez, ou même des enceintes où la question devient beaucoup plus complexe, à savoir l'Assemblée européenne, d'une part, le Parlement européen, et de l'autre, l'OMC, qui est aussi une assemblée, qui est aussi... et donc, dans lequel on trouve à la fois une pluralité linguistique et une très forte technicité. Et quand vous ajoutez aux paramètres, disons, du discours politique normal, entre guillemets, qui est le discours politique national, où on connaît à peu près tous les référents, on connaît le contexte et tout, quand vous rajoutez, d'une part, cette internationalisation et cette pluralité des langues, comme c'est le cas au Parlement européen, par exemple, là, vous voyez que vous entrez dans une complexité incroyable, parce que les gens peuvent parler et se comprendre par le truchement d'interprètes, par exemple, mais à la fois, il y a des tas de choses qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas, justement, tous ces contextes. Et là, il y a des décalages qui s'opèrent. Et là, il y a presque parfois des situations comiques, puisque on ne sait plus très bien que veut dire quelqu'un qui, a priori, parle de politique, mais qui parle en fonction de partis, de stratégies nationales qui ne sont pas du tout celles de votre pays. Alors là, vous voyez, c'est un moment intéressant, parce que ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que peut-être qu'il fallait regarder aussi au-delà de chez soi. Justement, je parle par rapport à des assemblées qui sont des assemblées parlementaires, et réfléchir sur des situations auxquelles on aurait de plus en plus affaire, puisque les problèmes dont il est question, je pense par exemple, on parle beaucoup d'écologie et tout, et on sait très bien que ça se passe évidemment au niveau planétaire. Et là, évidemment, on va être confronté avec des gens qui viennent d'horizons différents et qui ne parlent pas les mêmes langues et qui n'ont pas les mêmes référents. Et c'est ça qui m'a complètement intéressé.
Invité jusqu'à 13h30, l'anthropologue Marc Abélès à l'occasion de la parution chez Odile Jacob de ses carnets d'un anthropologue de mai 68 aux Gilets jaunes. France Culture, il est 13h19. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Marc Abélès, vous avez expérimenté toutes les échelles, hein. On l'évoquait, de l'amphithéâtre de mai 68 à l'arbre à palabres en Éthiopie des Hauts-de-Cholo, de l'Assemblée nationale, du rond-point avec les Gilets jaunes, de la place avec Nuit debout, à l'échelle locale, hein, qu'on n'a pas citée, après votre expérience éthiopienne, quand vous allez étudier comment se fait la politique aussi au niveau départemental à Carré-les-Tombes. Vous avez expérimenté ces échelles. Est-ce que de là, vous diriez que l'espace, le lieu, conditionne plus qu'on l'imagine la parole, l'expression de la parole? Oui, c'est un des points qui me paraît assez singulier finalement quand on y réfléchit. C'est que quand on parle quelque part, et en fonction du lieu dans lequel on se trouve, on a une certaine manière de s'exprimer. Je veux dire par là que quand vous êtes, par exemple, à l'Assemblée nationale, quand le président est en haut, domine les débats, que les parlementaires s'expriment, vont à la tribune ou ne vont pas à la tribune, etc. Il y a toutes sortes de choses qui s'opèrent et qui font qu'on crée une sorte de préséance, on crée tout un codage finalement de l'activité de parole. Et c'était pareil tout à fait dans le cas des Hauts-de-Cholo, où on pouvait parler, par exemple, un cas précis et qui dit tout sur une société. À Hauts-de-Cholo, les femmes ne pouvaient pas entrer sur la place. Elles pouvaient parler à l'Assemblée, mais elles devaient parler de l'extérieur de la place. Ça n'a l'air de rien, mais c'est en fait déjà cette notion qu'on a souvent et qu'on a tendance souvent à occulter, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, quand on crée un groupe, il y a toujours une exclusive. Et c'est quelque chose que les anthropologues remarquent souvent et qu'on ne dit pas toujours. C'est-à-dire qu'on parle toujours de rassembler. Enfin, en politique, c'est le grand mot. Mais rassembler, ça n'existe pas en réalité, puisque rassembler, c'est toujours rassembler par rapport à un certain nombre de gens qui ne vont pas être dans le rassemblement. Donc, ce sont peut-être des choses assez triviales, mais qui nous disent beaucoup sur la notion aussi du lieu politique. Le lieu politique, c'est non seulement un lieu matériel, mais c'est aussi, comme on disait dans le temps, le lieu d'où l'on parle. C'est-à-dire à partir de quel dispositif symbolique on s'exprime. Et ça, c'est un des aspects qui me paraît important dans cette activité de parole. Et le problème du lieu, c'est aussi la question de la territorialisation de l'activité politique. Et vous faisiez allusion à des travaux que j'avais faits dans une région française, en Bourgogne. Et dans cette région, je m'étais aperçu à quel point le territoire était marqué, était aussi symbolisé, exactement de la même manière dont les Hauts-de-Cholo connaissaient par cœur les limites de leur territoire et effectuaient des sacrifices à différents endroits, alors que les gens, par exemple, dans cette région de Bourgogne, faisaient des commémorations, des vins d'honneur, etc. Enfin, il y avait toute une série de rituels et il y avait une sorte de parallélisme, en fait, entre cette manière de se promener dans le territoire en marquant chaque fois ce qui constituait aussi une forme de cohésion. Marc Abélès, sur cette cohésion, ou ce passage en tout cas entre vos différentes expériences de mai 68 à aujourd'hui. Mai 68, je le disais, pour vous, ce moment fondateur aux révoltes contemporaines, les indignés, les Occupy Wall Street, Nuit debout, Gilets jaunes. On sent que vous retrouvez le même besoin chez chacun de faire entendre sa voix par ceux qui ne se sentent pas entendus. Chacun veut réinventer autre chose. Ce sont vos mots, sans effet de répétition. Chaque mouvement a sa singularité. On a entendu l'an passé des voix s'élever et on a vu aussi un président tenter d'organiser cette parole qui avait besoin de s'exprimer, peut-être au risque de la récupérer dans un grand débat qui a été somme toute assez critiqué. On va écouter là les mots de 3 maires, la maire de Blanquefort-sur-Briolance, celle de Chanteloup-les-Vignes et le maire de Nancy. Ils s'exprimaient sur Public Sénat au sujet de cette initiative, le grand débat. Ça me met en colère parce qu'ils font des discours lisses, bien travaillés, la bonne prose, les bons éléments de langage, une com mais au top. Les habitants, ils sont pragmatiques et ils ont raison de l'être. Ils veulent débattre
lorsqu'ils sont sûrs d'être écoutés, ils sont sûrs que leurs propos influencent la politique à venir. Ce grand débat éthéré, artificiel, sur des sujets qui n'étaient pas les leurs, ça ne les a pas mobilisés. Ça veut bien dire une chose, c'est que ce n'était pas leur sujet. Je pense que si les élus croient qu'on peut continuer avec la démocratie représentative seulement, comme ça a toujours été depuis la Révolution, comme si de rien n'était, je pense qu'ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quoi. La défiance de nos concitoyens, elle est immense. Alors, il ne faut pas seulement le constater, il faut y remédier. Voilà, et vous montrez aussi, Marc Abélès, comment l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux a montré les failles, la fragilité de notre démocratie représentative. Cette expérience, tout ce qu'on a vécu l'année dernière, qu'est-ce que ça nous dit de l'état de notre démocratie représentative et de la manière dont il faudrait peut-être la repenser, voire la régénérer à vos yeux? Je pense qu'il y avait une expression dans ce qui a été dit, c'est l'expression élément de langage. Pour moi, l'élément de langage, c'est une chose dont on parle souvent, enfin qu'on évoque souvent dans les milieux politiques, le fait que certains aient des éléments de langage et s'adressent à d'autres. Ça devrait déjà complètement disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire, élément de langage, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pourraient pas avoir accès finalement à une parole de débat qui ne soit pas tout de suite, comment dirais-je, banalisé, uniformisé par ces fameux éléments de langage avec j'ai réponse à tout. Et peut-être ce qui a particulièrement agacé les gens, ce qui se crée aussi une certaine défiance, c'est cette idée que quelqu'un, et plus on monte dans la hiérarchie, a réponse à tout parce qu'il a ces fameux éléments de langage. Moi, je pense qu'une des questions, c'est effectivement de libérer cette parole et de donner des moyens d'expression collectifs à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, encore une fois, de parler pour le plaisir ou pour parler pour ne rien dire, mais on voit très bien que ce qui a été exprimé par exemple, sur les ronds-points, je pense qu'il y a des ronds-points. Sur les ronds-points, il y a des choses qui se sont dites, qui avaient trait à la vie quotidienne des gens, qui avaient trait aux fins de mois, qui avaient trait à la fin du monde, qui avaient trait à beaucoup de choses, mais qui exprimaient une situation de manière beaucoup plus réaliste peut-être que ces fameux éléments de langage censés résoudre tous les problèmes. Et on retrouve la même question sur les retraites. Cet incroyable décalage qui s'est créé entre, je dirais, une parole officielle et puis ce que les gens attendent réellement et ce qu'ils essayent d'exprimer en se cherchant justement ces lieux. Et c'est ce que j'appelle cette démocratie du tout un chacun, c'est-à-dire où les singularités s'expriment dans des lieux choisis et déterminent un certain nombre de priorités collectives. Et là encore, je crois qu'on a souvent essayé et ça c'est beaucoup dans les médias, on a souvent essayé de ridiculiser un peu des mouvements comme celui des Gilets jaunes en disant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient 36 revendications. Mais en réalité, quand on regarde de près, et là récemment il y a eu beaucoup d'études qui ont été sorties, on s'aperçoit qu'il y avait des thèmes qui revenaient, il y avait des priorités et que les choses peuvent très bien s'énoncer et devraient pouvoir à un certain moment être réellement négociées avec ceux qui occupent les pouvoirs. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, de s'emparer, etc., gratuitement de quoi que ce soit pour recommencer avec d'autres éléments de langage. Il s'agit de donner à penser et à agir à partir de ce travail qui est un travail de l'Assemblée, qui est un travail de la parole, et qui est aussi un travail, je dirais, de la pensée. Voilà, et il y a eu, et on a entendu cette année, une remise en cause de la verticalité du pouvoir, à vos yeux aussi, Marc Abélès. Emmanuel Macron qui a sous-estimé le local. Dans quelques semaines, on aura des élections municipales avec peut-être le retour de cette expression dans les urnes d'une parole citoyenne, les élections, des rituels pour matérialiser, écrivez-vous quand même, la permanence d'une appartenance commune. Merci beaucoup à vous. Ils sont riches, vos carnets d'un anthropologue de mai 68 aux Gilets jaunes. On n'aura pas pu y aborder tous les sujets que vous y traitez, mais je vous invite chaudement à les lire, à vous qui nous écoutez. Marc Abélès, c'est chez Odile Jacob. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Anna Olvec. À la préparation, programmation, merci à Bruno Barada avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Philomène Villard et à Marceau Vassy pour leur aide précieuse. Merci aussi à Ambre Munier qui nous a accompagnés toute cette semaine. Je vous souhaite un très beau week-end à tous sur France Culture et je vous dis à dans une semaine, puisqu'à partir de lundi, c'est Raphaël Bourgois qui prendra le relais à ce micro pour une semaine entière de Grande Table.